Donc, une fois qu'on a récupéré l'adresse IP sur la machine, on va utiliser un navigateur. Typiquement, nous on recommande Firefox et Chrome. Alors, ça marche très bien aussi sur Safari. Vous tapez l'adresse IP, vous arrivez sur notre page d'accueil de l'interface web. On a deux possibilités sur cette interface. On a une possibilité de faire une remote control, donc en gros c'est un web control qui donne accès à toutes les fonctions qui ont été définies à travers la configuration, donc la sélection des entrées, la sélection des modes audio du théâtre, différents réglages audio pour, en fonction de ce qu'on joue, modifier un peu certains éléments, et puis la gestion des différentes zones, le produit étant multizone. Donc ça c'est la télécommande. Donc, quand on retourne sur la page d'accueil, on va avoir l'accès donc au mode expert. Donc l'expert setup en fait il a deux possibilités. On a un mode qui est celui de l'installateur, donc c'est vraiment celui qui gère la salle au complet. Pour ça il faudrait mettre le bon mode. Tac. Donc lui il a accès à tous les réglages de la machine et il va donner à une autre personne éventuellement la possibilité de modifier certaines choses dans la machine. Donc en gros l'installateur il a accès à tout ça. Et en bas, on a ici une définition d'accès pour le mode expert. Actuellement, il n'a accès qu'à cette page. Mais on pourrait donner la possibilité de régler des entrées ou aussi accès aux enceintes. Donc la première page de configuration du produit est ce qu'on appelle la page système. Dans cette page, on a des informations sur le produit lui-même, donc son numéro de série, la version logicielle qui est installée, avec des informations sur tous les éléments logiciels, parce qu'en fait, ce n'est pas un logiciel. On a ici plus d'une dizaine de composants qui eux-mêmes ont une notion software, et tout ça étant combiné. Et puis on a une visibilité aussi sur toutes les parties de cartes électroniques qui constituent le produit. Donc ça c'est utile à des fins de support. Ça nous permet nous d'identifier éventuellement un problème à une version logicielle par exemple. Sur cette page on a une visibilité aussi des options. Le produit étant modulaire, on va avoir plus ou moins certaines cartes d'installer. Donc là, elles sont toutes listées et en vert apparaît l'option qui est installée. Donc là, on est sur un ISP MK2 32 canaux. On a aussi des options logicielles. Donc pour Storm Audio, elles sont toutes installées par défaut. Donc c'est le Sphere Audio qui est notre moteur binaural pour du casque et le Storm Monitoring qui permet de faire du suivi en fait du statut du produit. Donc je le montrerai un peu plus tard. C'est cette fonction qui est là. Et cette fonction, elle va monitorer non seulement le processeur, mais aussi des amplificateurs Storm Audio s'il y en a présents dans le réseau. Dans cette page, on va gérer aussi toute la partie système d'un point de vue configuration. Donc nous, on recommande toujours à nos installateurs, quand ils ont fini leur installation, de faire un backup de la configuration. Donc ça leur permet de partir avec un fichier, de le conserver. Et si demain, pour X raison, la machine doit être remplacée, ou le client a fait une erreur, etc., il peut toujours rappeler la configuration et ça revient exactement dans le mode qui a été sauvegardé. Donc c'est vraiment pratique, ça permet aussi, et c'est ce que beaucoup de nos installateurs font, ils font une préparation de la configuration à leur bureau, toute la config, entrée, sortie, etc., ils le font chez eux, et ensuite, sur le site, ils font plus que la calibration. Donc ils chargent le fichier et hop, c'est fait. Donc on peut faire une restauration, on peut faire aussi un retour des paramètres usine, et on fait la mise à jour du produit à travers cette interface. On va gérer tous les paramètres réseau, la gestion des mots de passe, et puis enfin ce que j'indiquais tout à l'heure pour le mode expert. Dans notre interface web, à tout moment, on a cette partie qui est en haut, qui permet de pouvoir contrôler en fait les différents modes, les différents accès de la machine sans avoir à aller sur la télécommande. Donc typiquement, on va pouvoir sélectionner l'entrée, le preset, etc. Donc c'est utile quand on est en train de faire sa calibration. On veut tester une source ou une autre, ben, on n'a pas besoin de sortir de sa calibre, on peut rester dedans et changer le mode à cet endroit-là. La calibration, la configuration, elle se fait à travers différentes étapes. Donc la première étape, c'est système. Pourquoi on passe par cette étape? Parce que souvent, dans une installation client, on ne va pas rester sur une IP DHCP donc en dynamique, on va chercher plutôt à faire du statique. Donc le statique, on va le faire soit à travers l'utilisation IP statique de l'ISP, on va définir notre propre IP, ou on va utiliser l'adresse MAC pour faire une allocation MAC dans le routeur du système. Donc une fois qu'on a fait notre configuration système, on va pouvoir avancer dans l'étape suivante, qui est la définition des entrées.
Donc l'ISP, en fait, par défaut, va proposer autant d'entrées sélectionnables que d'entrées physiques sont disponibles sur le produit. Donc en gros, on a 7 entrées HDMI, 3 entrées optiques, 3 entrées coax et 4 entrées stéréo. Maintenant, ça c'est pour permettre, sans avoir à rentrer dans le configurateur dans les détails, d'exploiter toutes les entrées. Mais il n'y a aucune installation qui va avoir besoin de tout ça. Et quand on veut faire une belle intégration, on va chercher à définir non pas des entrées HDMI, mais on va dire, moi mon entrée ici c'est un Oppo, ça c'est mon Apple TV. Donc on va donner des noms et on va faire la sélection des différents éléments. Donc on va donner, si par exemple ici vous avez votre Apple TV, elle va être connectée sur l'HDMI 1. On peut définir sur quelle entrée l'audio doit être prélevé. Donc, en général sur des entrées HDMI, on va choisir l'entrée HDMI, mais on peut tout à fait créer une entrée par exemple qui elle est une entrée CD où on va écouter de la musique, mais en fait en même temps on veut que l'Apple TV elle nous montre toutes nos photos des vacances. Donc on va avoir l'entrée qui va être en HDMI vidéo sur l'Apple TV et le son va être pris sur votre lecteur CD. Donc on va définir autant d'entrées qu'on veut et une fois qu'elles sont définies et activées avec le yes qui est là, elles deviennent disponibles sur la télécommande. C'est-à-dire que si on va sur la remote control, on voit qu'en fait en effet on a toutes les entrées qui sont disponibles. À partir du moment où vous en désactivez une, là admettons que je désactive celle-ci et que je retourne dans la télécommande, et ben on va constater qu'elle est plus visible dynamiquement. Et ce changement est aussi reporté dynamiquement dans tous les contrôles système. C'est-à-dire si vous avez une interface Crestron, etc., au niveau du driver, il va reconnaître qu'il y a eu un changement. Donc c'est important pour la suite. Donc on va définir le chemin audio pour le théâtre principal. Et comme la machine est aussi multi-room, on a un deuxième chemin de sélection et de routage audio qui est pour la zone 2. Donc là, on va pouvoir dire, comme on n'est pas capable d'extraire deux flux audio HDMI, c'est-à-dire si vous avez une HDMI sur le théâtre principal, on n'est pas capable d'extraire aujourd'hui le son d'une deuxième HDMI. Donc ce qu'on fait, on va connecter le produit par deux biais. On va le connecter pour le théâtre principal à travers l'HDMI. Et puis on va définir, si par exemple vous avez, ici on a une Zidoo, on va dire, moi je prends la sortie optique aussi, que je connecte à mon ISP, et ça ce sera mon chemin de zone 2. Ce qui fait que quand je vais sélectionner mon Zidoo sur ma zone 2, l'ISP lui va prendre l'audio depuis l'interface optique. Donc ça, une fois que c'est programmé, que c'est configuré, le client ne le voit pas. Et c'est transparent. Il va juste voir que moi je veux jouer Zidoo. Point. Et il va même pas se poser la question je suis dans mon théâtre ou pas, c'est pas son problème, c'est déjà configuré. Donc là on est dans la définition des entrées au niveau de la zone 2. On peut dire aussi qu'en fonction de l'entrée que je sélectionne, je vais choisir un upmix particulier. Donc on va pouvoir avoir un mode où on va dire moi cette entrée je veux de l'aromatique, typiquement je sais pas, vous avez un lecteur où vous jouez principalement de la musique, vous voulez faire de l'aromatique, vous pouvez choisir dans nos upmix de choisir par exemple l'aromatique. Et ça peut être aussi, je suis avec mon entrée CD, je ne veux que du stéréo dans ce cas-là, donc je vais forcer le stéréo dans le mix. Et ce choix en fait va au-delà des sélections de presets. C'est-à-dire si vous êtes dans un preset avec un mode particulier, vous changez d'entrée, ce sera le prefer de mix de l'entrée qui sera sélectionné. On peut régler le niveau et le délai au niveau de chaque entrée, et aussi on peut définir le trigger activable selon la sélection d'une entrée. Si vous êtes en mode stéréo, vous n'avez peut-être pas envie que tous vos amplis soient en route, vous allez lier vos amplis surround et d'effet à la sélection d'une entrée multicanal. Donc voilà, donc tout ça c'est configurable au niveau de l'entrée. Une fois qu'on a défini son entrée, tout est sauvegardé, on peut passer à l'étape suivante qui est, on va dire, l'étape principale du processeur. C'est vraiment la configuration de votre salle de cinéma. Par défaut, en sortie d'usine, on a juste un système qui est configuré en deux canaux. Donc on a deux canaux, le canal 1 et 2, qui sont définis comme une entrée stéréo. Donc on a comme un théâtre stéréo. Donc c'est le théâtre qui est 1. En général, ça ne convient pas à l'installation. Donc on va en faire une édition et puis on va l'effacer et on va recréer un nouveau théâtre. Donc une fois qu'on l'a effacé, on a tous nos canaux qui sont à nouveau disponibles. On a ici la possibilité de créer soit un théâtre, soit une zone mono, soit une zone stéréo. Donc c'est ce que j'expliquais, on est plus multi-zone, multi-théâtre. Donc là on va créer un théâtre, on va aller le configurer. Et le configurateur, ensuite on va le configurer par couche. Donc on commence par la couche de base.
On a une prédéfinition des possibilités. Donc on va aller de 2 points, 5 points, jusqu'à 13 points pour le moment, avec un mode prédéfini. Une fois qu'on a défini notre couche basse, on peut définir aussi, si toutefois vous n'avez pas de centrale, alors ça c'est souvent au Japon, souvent ils n'ont pas de centrale, on peut définir la centrale comme étant fantôme, donc elle est répartie entre droite et gauche. Et enfin, on le verra plus tard, on a la possibilité d'avoir des Dolby Enabled, alors c'est pas trop fréquent dans le résidentiel, mais bon, il y a des cas où ça peut être nécessaire. Et enfin, on a toujours la notion de réplication, donc on a des salles où on fait du array de surround, eh bien c'est à ce niveau-là qu'on va le faire. Typiquement, on va dire, moi je vais avoir deux left surround, je vais avoir deux right surround, c'est à ce niveau-là qu'on va le faire. Et in fine aussi, on a le multivoix. Donc, pour chaque enceinte, on peut avoir jusqu'à 4 voix de définissables. Donc si vous faites du multi-actif amplifié, on peut très simplement ici déclarer le fait que typiquement vous avez peut-être 2 voix à l'avant. D'accord. Et là on a défini déjà un certain nombre de canaux. En bas on voit qu'on vient déjà d'utiliser 19 canaux. Bon, ça tombe bien, on est sur un modèle 32, on a encore de l'espace. Deuxième couche, la couche haute, donc c'est la couche qui est normalement typiquement entre 30 et 40 degrés d'élévation, si on suit un peu les préconisations de Dolby et Co. Enfin là en l'occurrence c'est plutôt Euro et DTS sont sensibles à ça. Donc soit on a des canaux height ou on n'en a pas. On peut avoir une centrale height ou uniquement des fontes height. On va dire qu'on a un système où on n'a que du font height. Et après on peut aller choisir nos effets. Donc on va avoir dans un point 4 on va avoir des effets arrière souvent. Mais on peut avoir d'autres configurations possibles. Donc on peut avoir un point 6, on peut rajouter d'autres canaux, etc. Donc là, nous on le fournit automatiquement en fonction du mode de la couche basse, on va fournir différentes possibilités. Une fois qu'on a défini sa couche de speaker, on va pouvoir valider notre configuration et on avance. Donc on a ici un résumé de ce qui a été défini, donc une visualisation, une indication angulaire. Donc là en fait les espacements sont tous les 15 degrés. Il faut savoir que c'est pas figé en fait, ça dépend un peu de ce que vous avez comme enceinte en frontale. Le positionnement left va varier souvent entre 20 et 30 degrés, donc c'est pas figé. Maintenant il y a quand même des préconisations, donc nous on a juste simplement dans le configurateur voulu le montrer, l'indiquer pour qu'il y ait une visualisation, que ce soit clair. On va sauvegarder, et une fois qu'on sauvegarde, automatiquement on va allouer tous les signaux qu'on vient de définir aux canaux physiques de sortie. Donc là, on voit que le canot 1 et 2, c'est l'enceinte frontale qui va recevoir donc 2 fois le left. Et là, on va définir nos différentes enceintes. Donc dans ce mode-là, on a la définition du bass management si on veut être en mode manuel. On a un mode qui est qualifié d'expert qui va évoluer au mois de septembre avec beaucoup plus de flexibilité. Le mode expert permet d'avoir des crossovers différents entre sub et enceinte, des pentes aussi différentes, et un routage sélectif du canal de sub ou du canal de LFE. C'est-à-dire qu'on peut dire, moi je veux un caisson qui ne fasse que du LFE par exemple, ce genre de choses. Dans le configurateur speaker, on va aussi définir nos fameuses enceintes multivoix. Donc on va dire, moi mon canot, j'ai un côté de fréquence haute, un côté fréquence basse, etc. Donc on va définir les crossovers, les types de pentes. Donc LR c'est Lindquist Riley, BT c'est pour Butterworth. Donc on peut définir ça pour chaque enceinte. Et on a la possibilité de dire, je suis dans un mode où je veux tout configurer manuellement. À ce moment-là, vous réglez traditionnellement, vous prenez vos mesures de distance, vous faites vos mesures de niveau, et vous calibrez tout ça manuellement. Vous définissez, comme j'ai indiqué, votre bass management. Et après, vous avez un profil qui est ici, donc qui est un premier profil acoustique qui va reprendre tous les réglages de cette page, que vous allez sauvegarder. Une fois que vous l'avez sauvegardé, vous pouvez sortir de votre éditeur de speaker et aller définir un preset pour l'utiliser. Donc on va dans la page preset et là on a tous nos presets. Donc le preset c'est ce qui va lier un théâtre avec les réglages que vous avez faits. Si vous avez fait plusieurs types de réglages pour différentes ambiances, et vous allez pouvoir créer autant de presets que de réglages. Donc là on a fait 0 en termes de réglages, donc on a juste le profil de base. Maintenant, peut-être que l'idée c'est de faire plutôt, non, moi je veux pas faire mes réglages manuellement,
je veux utiliser l'outil Dirac avec son nouveau base control, ce qu'on va faire tout simplement, on va faire toute notre configuration manuelle pour ce qui est important, en l'occurrence, si c'est des enceintes multivoix, il faut les déclarer. Euh, donc on va définir tout dans le détail, et puis après on va rentrer dans ce qu'on appelle le setup pour le Dirac. Il est prédéfini par défaut, mais ce qu'on voit, c'est qu'il faut présenter à Dirac le fait qu'une enceinte, elle est deux voix. Parce que sinon, il va prendre la voix haute comme un canal spécifique, la voix basse comme un autre canal, et il va chercher à le calibrer indépendamment. On ne veut surtout pas ça. Donc on va dire ce qui est une enceinte multivoix, etc. Si on a des groupes d'enceintes, eh bien on va aussi le déclarer à cet endroit-là. Donc là, une fois qu'on a défini ça, on peut fermer le configurateur Dirac, et on va lancer l'outil. Donc on lance l'outil sur le processeur. Donc on a un petit blabla, et on démarre la calibration. À partir de ce moment-là, le processeur il est en attente de la connexion de l'outil Dirac. On va sur l'outil Dirac, donc forcément il faut qu'on bascule la bonne page. Où est-ce qu'elle est la souris? Là, voilà. Hop. Donc l'outil Dirac il est démarré. Par contre, à un moment donné, il va falloir qu'il le trouve. Voilà, donc on vient de découvrir dans le réseau le processeur. On va le sélectionner. On va se connecter et on va pouvoir démarrer le process Dirac. Donc le process Dirac, on va pas rentrer dans le détail parce que c'est long, mais l'idée c'est que première étape, c'est la définition de l'outil d'enregistrement, donc quel est le micro. On va y ajouter sa courbe de calibration. Nous, on préconise et on vend un kit de calibration qui utilise un micro UMIC 1 de chez Mini DSP. Parce que en USB c'est à la fois très pratique et du fait de la calibration il est suffisamment précis, je dirais, pour un usage home cinéma. Maintenant on peut utiliser n'importe quel micro à partir du moment où vous pouvez le ramener sur le laptop. La deuxième étape, ça va être l'étape de réglage, on va dire de pré-réglage des niveaux. Alors c'est pas pour avoir déjà une idée de comment doit être réglé chaque canal, c'est plutôt de faire en sorte qu'on ait suffisamment de signal pour donc avoir suffisamment de rapport signal sur bruit au niveau du micro, et pas trop de niveau pour aller écrêter la chaîne de mesure. C'est uniquement pour ça, parce que de toute façon, à travers le process Dirac, chacun des niveaux va être ajusté vraiment spécifiquement. Mais on va utiliser ici les canaux un par un, on va les balayer, on va juste s'assurer qu'on est dans une zone acceptable. Et une fois qu'on a fait ça, on va procéder à l'étape vraiment de préparation des mesures, où là on va aller choisir ce qu'ils appellent un arrangement. Donc en gros c'est comment votre zone d'écoute est définie. Donc on va avoir différentes possibilités. Donc ce qu'ils appellent le tightly focused, en général c'est vous souhaitez avoir quelque chose qui est vraiment calibré autour d'un point assez limité. En gros c'est à peine 1 mètre autour d'un siège, quoi. Et là on va pouvoir se limiter à 9 mesures. Mais on peut aussi être dans un cadre où on veut être un peu plus large, mais toujours avec un endroit plus spécifique où on veut de la précision. Mais dans un cadre au cinéma, la plupart du temps, on va plutôt être on va chercher à couvrir une surface d'écoute un peu plus large. Donc on va avoir jusqu'à, dans ce cas, 17 mesures. Et à partir de là, on va avancer dans l'étape suivante qui est la mesure. L'outil Dirac apporte une idée graphique de ce que doivent être les mesures, mais il faut bien prendre en compte en fait que Dirac on va dire c'est un outil statistique. Vous avez un point qui est fondamental, qui est la première mesure, qui doit être elle prise, je dirais, sur ce que nous on va appeler le money seat, c'est-à-dire vraiment le siège sur lequel vous voulez qu'il y ait la meilleure performance. Donc c'est celui-ci qui est critique. Donc dans votre salle, il faut faire cette mesure à cet endroit-là. On va le positionner à cet endroit-là. En général, c'est le centre de la zone d'écoute, ou même juste le siège que le client a défini comme étant son point critique. C'est vraiment la seule mesure sur laquelle il faut faire attention en termes de positionnement par rapport à ce qui est suggéré par lui. Après, l'objectif, ça va être de balayer la salle pour que la zone d'écoute soit couverte le mieux possible, mais en étant critique. C'est-à-dire que quand on a des sièges qui sont contre un mur à l'arrière, il faut se poser la question de est-ce que c'est pertinent. Parce qu'on sait que quand on est trop près d'un mur, il se passe des phénomènes qui ne seront pas corrigibles.
Donc il faut éviter ça. Donc on va simplement prendre des mesures. Là, dans une salle où on va avoir plusieurs sièges, on va se couvrir chacun des sièges, par exemple. Et on va les couvrir, et c'est pour ça qu'il y a aussi cette information, pour travailler aussi dans la correction des problématiques en axis ou off-axis. Dirac suggère fortement de mesurer en gros en 3D, donc sur 2 couches. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi l'apport jusqu'à 17 mesures. Une fois qu'on a fait toutes nos mesures, on va passer au mode de design du filtre. Mais là, je pense qu'il faut qu'on revienne dessus quand on aura fait les mesures dans la pièce. Voilà, donc ça c'est la fin de la première étape. Donc, une fois qu'on a validé tous nos filtres, en fait, on le verra tout à l'heure, on va exporter nos filtres dans la machine. Avec un luminaire ou... Est-ce que ça gêne? Non, je pense pas. La 3D on dégage. Non, je pense qu'on peut laisser... voilà, là c'est bien comme ça. Alors, une fois qu'on a configuré le... Oui. Ah, pardon. Ouais, il faudra couper. Excuse-moi. Non, c'est pas grave, on fera une coupure au montage. La configuration speaker étant faite, on va pouvoir passer en fait à la configuration Dirac. Donc on a ici une activation donc, qui permet de vérifier qu'on est bien dans le théâtre qui nous intéresse et sur le profil de base. On va lancer la calibration du point de vue du processeur qui va nous permettre ensuite d'aller dans l'outil pour aller sélectionner le processeur et s'assurer qu'il est bien détecté. Alors parfois c'est un peu capricieux, il n'est pas tout de suite, donc il ne faut pas hésiter à lancer le scan. Le processeur est détecté, donc on a l'ISP host qui est là. On va sélectionner et on va rentrer dans la première étape de la configuration Dirac qui est le choix du micro qu'on souhaite utiliser. Donc, en l'occurrence, on utilise un UMIC 1. Là, la courbe de calibration, je ne crois pas que ce soit la bonne, donc on va aller chercher un autre fichier de calibration. Et en l'occurrence, celui qu'on utilise, c'est celui-là. Donc dans une configuration de cinéma, on va chercher à avoir la meilleure directivité du micro pour les mesures. Donc en l'occurrence, en position verticale, on va avoir vraiment quelque chose d'uniforme en termes de mesure. Donc on va sélectionner 90 degrés au niveau de la courbe de correction. Elle est chargée et à partir de là, donc on a choisi notre device de mesure, on va pouvoir passer à la calibration des niveaux qui vont uniquement permettre d'éviter de ne pas avoir assez de niveau et donc d'être trop proche du bruit, mais aussi et surtout d'éviter en fait d'écréter, ce qui posera problème pour la mesure. Donc pour ce faire, en fait, on va vérifier ici le réglage du processeur. Donc là, on est beaucoup trop bas, on va le remonter un peu, mais on ne va pas aller trop haut tout de suite. On va vérifier que le micro est à 100%. On va le laisser à 0 pour le moment, on ne va pas chercher à avoir trop de gains tout de suite. On va voir comment ça se comporte et on va lancer notre premier canal pour voir comment ça se passe. Donc le principe est d'aller s'assurer qu'au niveau du canal, on est dans la zone verte. Voilà. Et comme ça, on va balayer en fait toutes les enceintes. Donc là, on est dans un système qui est assez cohérent au niveau des enceintes. Je pense qu'en frontal, on ne va pas avoir beaucoup de problèmes en termes de réglage. Par contre, les autres enceintes étant totalement différentes, on risque d'avoir... Voilà. Donc là, du coup, un cas comme ça, on va remonter le master volume. Et on continue le process comme ça sur toutes les enceintes. Et cela nous permettra de s'assurer qu'on ait un bon niveau. Je sais pas si ça s'est avancé ou pas. On prend, hein. Donc une fois qu'on a sélectionné l'arrangement, c'est-à-dire le type de définition de zone d'écoute, on va pouvoir commencer les mesures avec comme première mesure le point principal qui correspond donc au siège critique de la salle. Souvent c'est l'élément central de l'espace ou votre siège favori. On va pouvoir prendre la première mesure
et c'est elle qui rentre réellement dans tout ce qui va servir dans toute la suite de l'alignement en phase, et aussi donc la mesure de niveau, les alignements temporels des différentes enceintes, c'est par rapport à ce point principalement. Les autres points vont ensuite être pris en compte plutôt d'un point de vue statistique dans les mesures. Donc là, je vais lancer la mesure. Donc on vérifie qu'on est bien sur le point principal. Le micro a été positionné. On va pouvoir lancer la mesure. Donc la première mesure étant faite, on va maintenant passer le balayage des différentes positions, donc les différents sièges de la salle et d'autres points de mesure qui paraissent critiques. Ok. Ok, donc les mesures ont été faites. Donc on s'est arrêté à 11, c'est ça, hein, c'est ce qu'on avait dit. Oui. Alors on peut aller beaucoup plus loin. Maintenant, il n'y a pas d'obligation. Le minimum étant d'en faire au moins 5. Sinon, on aura vraiment quelque chose de beaucoup trop approximatif. On peut, à travers la visualisation, on peut voir un peu toutes les mesures qui ont été faites. On peut voir ça avec les différents noms des signaux qui ont été faits. Donc l'étape suivante, donc déjà on recommande toujours, une fois que les mesures sont faites, de sauvegarder le projet, parce que un crash ça arrive, et vu le temps que ça prend, il est préférable quand même de garder. Donc on va dans le petit menu en haut à gauche et on sauvegarde. Donc l'étape suivante, c'est d'aller réellement dans le design des filtres. Voilà. Donc on va attendre gentiment. Très gentiment. J'espère que la connexion réseau est... Ouais, c'est bon. Okay. Donc il y a une bonne partie du calcul et du processing qui est fait en faisant appel à des serveurs chez Dirac en fait. Donc il y a une partie des calculs qui est pas intégrée dans le laptop. Alors pour des raisons de puissance de calcul, mais je pense aussi pour des raisons de protection de leur IP. Voilà, donc une fois qu'on a le pré-processing qui est fait, on atteint l'étape de réglage des filtres en fait, et on arrive dans le mode hérité du Dirac Live 2.0. C'est-à-dire qu'en fait, on a une vision de toutes les enceintes, et on voit ici que le base control est off. Donc on peut vérifier en balayant chacune des enceintes la mesure. On voit la mesure. On peut balayer comme ça. Tac. On constate qu'il y a une notion de groupe qui est faite. Donc les groupes sont faits en fait assez simplement. On a un groupe qui est fait. Alors c'est des groupes qui sont faits automatiquement. On peut les changer
dans le mode standard du Dirac Live 2.0. Par contre, ils reviennent en mode exactement comme défini là quand on va vers le base control, parce qu'en fait le groupement est géré du côté du processeur et on a besoin que le groupement soit conservé. C'est quelque chose qu'on discute avec Dirac pour voir comment on fait évoluer, mais il y a un nombre limité de zones possibles de calibration. Je vais vous expliquer à quoi ça sert plus tard. Donc une fois qu'on est là, on voit les différentes courbes, on a le target curve par défaut de Dirac et on peut balayer tous les canaux. Ce qui nous intéresse, ça va être le mode Full Base Optimization et qui lui en fait est vraiment... oui. Allons. Ah voilà, excusez-moi, il faut lire en même temps. Donc une fois qu'on l'a sélectionné, il va faire un premier calcul. Alors en fonction de pas mal de paramètres, ça peut prendre du temps. Alors, pendant qu'on attend le chargement, on constate qu'en fait, il y a ce qu'on appelle des rideaux, en fait. Donc ça, c'est en gros la bande passante de l'enceinte qu'estime Dirac. Il estime qu'en fait, sur l'enceinte, là on est sur la left wide, qu'en gros, il faut surtout pas aller chercher à lui faire reproduire en dessous de 45 Hz parce qu'on n'aura vraiment pas quelque chose de propre. Donc on va chercher à couper plus haut. Et de toute façon, elles sont préconisées, je pense, au-delà de 70 Hz, celle-là. Donc on va avoir ça. Donc maintenant, est-ce qu'on peut avoir accès à ça? Voilà. Donc quand on bascule en mode Full Base Optimization, on a un changement assez important de la présentation. Le premier changement qu'on voit, c'est qu'en fait, on a des crossovers qui sont ajoutés. Alors on va revenir sur les canaux principaux, à la rigueur. Donc on voit qu'il y a donc une target curve qui est commune à la fois aux caissons. Donc là on a nos deux caissons qui sont affichés. Et on constate en effet que oui, c'est des caissons de graphes qui en fait ont un HP qui est capable de monter très haut. Et on a les enceintes. On a ici le crossover, donc qui est proposé à 70 Hz. Je pense que vis-à-vis des enceintes qui sont devant, ça me paraît tout à fait cohérent. Donc ça, c'est des propositions que fait Dirac. Mais on peut les modifier. Là-dessus, c'est déterminé par rapport en gros aux mesures et aux réponses en fréquence. Dès lors qu'on a une atténuation de l'enceinte principale qui devient trop prononcée en dessous, ils vont déterminer qu'il est temps de la couper. Mais on peut le modifier. Si vous connaissez bien votre système, eh bien, vous le modifiez comme vous le souhaitez, en faisant attention de ne pas monter trop haut si vous voulez que le sub reste discret. Maintenant, on constate quand même que le sub, alors je ne sais pas si c'est lié à la position ou pas, mais il doit utiliser un HP qui, à mon avis, est le même que dans l'enceinte principale. Parce qu'on constate que c'est ce qu'on avait vu. Le niveau, il est très haut jusque loin. Par contre, dans l'infragrave, dès qu'on descend en dessous de 70, il y a une belle atténuation. Or, nous, on va vouloir le faire travailler là. Donc, on va certainement lui rajouter pas mal de niveaux. Les groupes sont définis ici. Donc, et c'est des groupes symétriques. Donc là, on commence à regarder le premier principe d'alignement que fait Dirac Base Control, c'est qu'il va chercher à s'assurer qu'il y a une cohérence de phase en grave entre les différentes paires d'enceintes. Donc, on va avoir les fronts, les left wide, les left surround, ça fait partie d'un groupe symétrique. On a été obligé aussi d'élargir le groupe en fonction du nombre d'enceintes. On a élargi à la notion de zone. Donc on va avoir la zone surround, on va avoir la zone arrière, on va avoir la zone height. Et puis, par contre, la centrale et les fronts sont gardées indépendantes pour avoir une meilleure précision dans le réglage du crossover. Ces groupes ils sont importants dans le sens où en fait, quand on règle le crossover, ce réglage il est commun à tous les haut-parleurs du groupe. Et l'optimisation qui va être faite au niveau du calage en phase entre les caissons et ces enceintes, ce calage va être fait pour ce groupe d'enceintes. Alors, on pourrait aller plus loin, mais en fait aujourd'hui le base control s'arrête à ce niveau-là. Et dans les différents essais qu'on a pu faire, c'est largement satisfaisant. L'étape à ce niveau-là, ça va être de déterminer ce qu'on va appeler la coloration. Alors, c'est pas le mot qu'il faudra employer, mais c'est l'esthétique sonore qu'on souhaite obtenir. Et c'est l'importance vraiment de la target curve. Donc actuellement, elle utilise la version qui est par défaut proposée par Dirac, qui
c'est une courbe qui est légèrement descendante, en gros qui passe de plus 3 à moins 3 dB gentiment, sur toute la bande passante. Donc la question maintenant, c'est de déterminer si c'est une esthétique sonore qu'on veut conserver. Est-ce qu'on veut accentuer le côté plutôt home cinéma, et à ce moment-là, on peut se rapprocher d'une courbe qui va être un peu plus physiologique dans les basses fréquences, c'est-à-dire on va chercher éventuellement... merci, oui. On va chercher éventuellement à augmenter le niveau de grave. Et là, bon, ça fait partie des choses qui sont en fait, qui dépendent un peu de la préférence du client final. Alors la courbe cible, on va la modifier un petit peu pour être un peu plus dans l'ambiance home cinéma. Donc là, on va se donner peut-être au moins peut-être 3 dB un petit peu plus de 3 dB d'augmentation. Et là, en l'occurrence, on travaille vraiment sur la notion de cible. Alors pourquoi par contre, là je suis bien sur le front, ouais. Donc on peut aller voir en fait les subs comment ils se comportent. Tac. En fait, ça va principalement être au niveau du sub qu'on va travailler. Donc les subs, on va les remonter comme ça. Et puis on va gentiment les laisser descendre au-dessus de 100 Hz. On va les laisser descendre comme ça. On va peut-être pas descendre. C'est pas des subs d'infragrave, on est d'accord. Donc on va laisser ça comme ça. Maintenant, on va voir que normalement, on doit avoir une transition à peu près correcte entre les frontales. Voilà, ça c'est bien. Après, c'est bien de garder une courbe descendante. De toute façon, c'est très propre. On voit bien qu'elles font les compressions, elles font un bon boulot. Elles suivent déjà une pente naturelle, en fait. C'est ça l'avantage. Et là, ce qu'on voit, c'est l'accident qui est lié au sub, donc c'est pas gênant. Donc l'idée, c'est que là, on a fait une correction sur ce groupe. Maintenant, si on va sur les autres, il n'est pas fait. Donc il l'est fait au niveau du sub, mais pas au niveau des enceintes. Donc je pense qu'en fait, c'était bien de le faire comme ça. Alors, je reviens sur le... Simplement. Ouais. Là, c'est parce qu'en fait, on a aussi on a un cumul au niveau de l'enceinte. Il faut que je fasse attention quand même. Hop. Donc si on regarde maintenant, donc là, on voit que les caissons, donc là on coupe à 75 sur les, donc la centrale elle doit être aussi à 70 je pense, ouais c'est bien, ça me paraît bien. Et les enceintes arrière, alors là les wides et les surround elles sont à 75, alors est-ce que ça va être acceptable? Oh oui, c'est des enceintes, c'est quoi dedans? C'est un HP de 20. C'est un 20, ouais. Je pense qu'on peut essayer comme ça. Ouais, d'ordinaire, je les coupe à 60 Hz. Ouais. Ouais. Je pense que 75. c'est bien. Ouais. Après, c'est là vraiment, il faut, quand on connaît bien comment l'enceinte se comporte, et ça va dépendre surtout, je pense, du niveau d'écoute. Pour que ça tienne du niveau à 60 Hz. Alors, là à l'arrière, il préconise une coupure un peu plus haute. D'accord. Après, il ne faut pas trop monter. 85, c'est bien, il ne faut pas trop aller au-delà. Après, on va commencer à entendre. Donc, ça, c'est bien. Donc là, je pense qu'on peut se dire qu'au niveau des courbes cibles, on est bien. Elles ont toutes à peu près la même physiologie. La physionomie. Et, donc, une fois qu'on a fait notre réglage de la courbe cible, on va lancer en fait le calcul du base control. Et ça peut prendre un temps tout à fait certain. Et ils ont rajouté une animation sur la dernière version 3.02. Intéressant. Donc là, c'était pas vraiment nécessaire de rajouter des points en plus sur les targets. Non, bah ça dépend de. Il n'y a pas trop d'accidents. Ouais, bah là, il va suivre une courbe en effet. Après, on va rajouter des points. Souvent, ce qui peut être fait, c'est si on souhaite conserver la signature vraiment d'une enceinte, je sais pas, par exemple, BW, souvent il y a un petit creux et puis ça remonte. Et c'est une signature sonore que les gens aiment bien chez BW. Donc pour un intégrateur, là l'objectif, ça va être peut-être de conserver cette signature et de ne pas chercher à casser ça. Donc on va, soit on bouge le rideau de correction
pour pas aller corriger dans les hautes fréquences la réponse de l'enceinte, on va la laisser répondre naturellement. Ou alors, on va chercher à ce que la courbe cible suive la correction. Il n'y a pas vraiment de bon choix, parce qu'en fait, de toute façon, Dirac, la seule chose qu'il ne fera pas quand on bouge le rideau, c'est toucher la réponse en niveau. Mais la correction en phase qui est faite par rapport à la calibration, elle sera quand même faite. Il y aura quand même un alignement pour que tout ça soit cohérent. Donc là, ils ont rajouté, et c'est bien, ils ont rajouté beaucoup plus de feedback par rapport à ce qui se passe au niveau du processing. Parce qu'avant, on avait juste, en gros, au tout début, il n'y avait pas du tout de progression, on ne voyait pas où on en était. Et là, maintenant, ils ont ajouté beaucoup plus de granularité dans les étapes de calcul pour bien comprendre pourquoi ça prend du temps. Mais ça peut être plus long. Hein. Sur des salles où on monte à 24 canaux, on va doubler en temps, en fait. On peut atteindre 10 minutes de calcul. Il faut réitérer cette opération-là à chaque preset Dirac. Oui. Dès qu'on va vouloir modifier quelque chose dans la courbe cible ou dans le crossover, donc qu'on veut revenir dans Dirac, on ne va pas refaire les mesures. Par contre, on aura besoin de refaire le calcul. Monsieur, oui, c'est normal. Par contre, après, tu peux partir donc, de la base de départ là, la sauvegarder, oui. Et après remodifier, faire exactement. Un autre preset en fait. Donc c'est ça. Donc l'intérêt, c'est bon, c'est pas encore ultra flexible parce qu'il faut toujours revenir à l'outil. Mais une fois que les mesures sont faites, on ne passe pas non plus énormément de temps à se faire ces modifications. L'autre point Dirac est un outil qui fait du calcul, donc de l'estimation. C'est-à-dire que tant qu'on est dans l'outil, on est dans l'estimation et la simulation. Pour faire l'essai, il faut transférer les filtres au processeur. Et de là, on peut écouter son profil. Donc là, le calcul a été fait. Et maintenant, on peut aller voir, en fait, ici, en sélectionnant Correctease, on peut voir ce qui est proposé en termes d'estimation. Donc c'est là qu'on a un résultat qui correspond aux corrections. Donc si on balaye un petit peu les différentes réponses par signal, on va voir que quand on va jouer le left, on va avoir ça. Donc on voit quand même que dans la zone de transition, ça correspond à ce moment où il y a certainement, justement dans la partie frontale, peut-être un petit creux qui est lié à la salle. Mais l'idée, c'est que, comme tout outil de correction, Dirac, ils ont positionné le curseur dans les corrections de manière à ce qu'on ne rentre pas dans quelque chose qui est inutile et qui pourrait créer des problèmes. Donc on va chercher à optimiser au mieux, mais quand un défaut est trop prononcé, on va essayer de le limiter, mais on va pas chercher à faire que le système il fasse n'importe quoi, entre guillemets. Donc là, de toute façon, on est à moins de 3 dB de problématiques, ça va pas être trop critique. On voit en tout cas, on s'attend à une réponse qui est globalement, qui tient dans plus ou moins 2 ou 3 dB, on va dire plus ou moins 2 dB, ce qui est très propre. Donc on peut balayer comme ça tous les différents signaux. On garde une correction en termes de timbre, on est propre. Au niveau du frontal, on devrait avoir quelque chose de tout à fait cohérent. Voilà, et à peu près tout suit dans le même ordre. Donc c'est plutôt bien. Et je pense que c'était bien de ne pas couper plus bas les enceintes d'effet, parce qu'on aurait eu, à mon avis, ici un creux de transition trop prononcé. Donc une fois qu'on a fait ça, on est content de nous. On va passer à la phase de transfert des filtres en fait vers le processeur. Donc on arrive à la page de filter export, on va sélectionner le preset, il n'y en a qu'un. Dirac donne des noms un peu bizarres. Donc là on va donner le nom du preset pour qu'on puisse l'exploiter en fait dans le processeur, juste se souvenir un peu, et on peut décrire. Là on va l'appeler, moi je l'appelle Arman parce qu'en fait du coup on sait que la courbe elle est physiologique et elle suit un peu les préconisations faites par Arman et Tabzati. Donc là on fait l'export filter. À partir de là en fait on va sortir du mode Dirac pour aller dans le mode vraiment runtime, c'est-à-dire que le processeur va exécuter tous les filtres. Donc en fonction de la taille de la salle, on peut avoir un transfert qui peut prendre du temps quand même. Mais là en l'occurrence on va arriver au bout du transfert. Il n'y aurait pas eu intérêt à sauvegarder avant? Justement, je vais refaire maintenant une sauvegarde. Alors jusqu'à l'outil 3, la première version 3.0, on ne pouvait pas sauvegarder en étant déconnecté. Donc oui, il est important de sauvegarder son projet.
avant de quitter le... Voilà, donc DTS Man has been saved. Donc maintenant, on peut laisser l'outil ouvert et revenir dessus plus tard. On constate que dans notre processeur, l'interface a évolué. On a maintenant un nouveau profil qui va être créé, qui va s'appeler Dirac 1. Donc là, on est sur des noms, en fait, on va quand même l'appeler Auditorium, c'était les anciens noms du Dirac. Pour se dire qu'on a pris des mesures plutôt larges. Là, on a tenté d'avoir une zone d'écoute assez large, et on fera des essais plus tard. À partir de là, on arrive à nouveau dans la phase d'édition de l'éditeur de théâtre, et on constate qu'il y a eu un changement. C'est qu'ici, au niveau du bass management, on est dans un mode qui est figé, qui s'appelle donc Dirac. On récupère les informations de crossover qui ont été définies par l'outil. Et si on va dans l'étape aussi de réglage de niveau, on constate en fait qu'on peut rien faire. D'accord. On a les niveaux de délai qui ont été réglés par Dirac et les niveaux. Donc normalement, on doit avoir... Alors tiens, c'est assez étrange. Donc on a le center front où on a moins 10, les seuils sont un peu plus bas. Bon, on va voir ce que ça donne. On verra ce que ça donne. Il faudra peut-être qu'on corrige ça. Maintenant, ça c'est un profil que nous on appelle le golden, c'est le reference profile. C'est un profil qu'on veut absolument que le processeur conserve et que en gros le client conserve parce que c'est le profil brut que fournit Dirac. Mais il est possible de faire des modifs dessus. Mais on ne va pas modifier directement le profil. On va faire en fait un duplicate de ce profil. Donc on va sauvegarder. Tac. Et maintenant j'ai un nouveau profil qu'on peut renommer. Et on va le rappeler à Dirac 1. Par contre, moi je vais l'appeler pour duplicate, c'est-à-dire qu'il a été dupliqué. Et à partir de là, maintenant, si on va dans la zone de réglage, on voit que on a eu un débrayage des réglages de niveau. Donc on va pouvoir, si on le juge nécessaire, faire des corrections éventuellement de niveau. Ce qu'on fait souvent, et de toute façon c'est toujours recommandé, même si Dirac est un outil de calibration, il est quand même préférable en post-Dirac de reprendre son outil de mesure de son SPL meter et de rebalayer avec le signal rose, de rebalayer chaque enceinte pour s'assurer qu'on est bien équilibré. Une des raisons, par exemple, là, il y a un des points qu'on va constater tout à l'heure, c'est que vraisemblablement, on a les enceintes ici qui sont en mode, les surandes dans la salle, on a un array. Donc on a deux enceintes qui sont ensemble. Dirac, il ne sait pas que le signal left surround va être joué dans deux enceintes. Donc là, à ce niveau-là, il n'a pas fait de compensation de niveau. Donc nous, on sait que normalement, à l'écoute et à la mesure, on va avoir environ 3 dB de correction à faire. Donc on va d'abord faire un essai, on va mesurer, mais c'est ce qu'on doit constater. Donc ça permet, quand on est dans le mode duplicate, on peut faire des ajustements, on peut sauvegarder son profil, et puis du coup, ensuite l'utiliser à l'écoute et faire les comparaisons. Et si besoin, eh bien, on peut relancer l'outil Dirac, qui va automatiquement créer un nouveau profil, et on va pouvoir faire d'autres modifications dans l'outil Dirac et revenir ici. Donc là, c'est le procédé pour le processeur, c'est le procédé de création des différents profils. Et ces profils, une fois qu'ils sont créés, donc on peut avoir jusqu'à 10 profils Dirac par théâtre, mais on peut aller ensuite, on va aller les utiliser. Donc là, je vais le sauvegarder, celui-là, juste pour montrer le process complet. Hop, on va sauvegarder son théâtre et on va aller définir ses presets. Donc, dans la zone de presets, on a maintenant notre théâtre 1, donc on peut laisser le nom. On appelle le théâtre 1, donc aujourd'hui il n'y a qu'un seul théâtre qui est créé. On a Sphère Audio, donc c'est si vous voulez écouter dans la zone avec un casque. Et puis ici, on va avoir tous les profils qui sont disponibles. Donc on va peut-être vouloir créer un profil qui va appeler Dirac de base. Et puis ensuite, on veut peut-être avoir, pour faire des comparaisons AB, on va créer un autre théâtre. Donc lui, on va l'appeler TH1 modifié, par exemple. Tac. Et là, on va faire appel au théâtre 1 avec le profil dupliqué, par exemple. Maintenant, là, c'est sauvegardé.
Et du coup, on va pouvoir faire nos comparaisons AB, typiquement avec les deux profils. C'est aussi simple que ça. Et dès qu'on a créé un preset, il est rendu disponible dans la page de télécommande. Donc c'est important, c'est utilisable dans tout ce qui est contrôle système, etc. Et y compris dans Logitech Harmony. Donc voilà pour la partie utilisation. Stranger to excuses, burned me once or twice. I expect them. I just want